Maïssa n'était pas une femme qu'on remarquait. Elle était douce, effacée, toujours là où on l'attendait, toujours silencieuse quand il aurait fallu crier. Pendant des années, elle avait joué son rôle à la perfection, épouse du grand Kader Sania, mère dévouée, hôtesse souriante dans les dîners mondains. Elle portait le masque de la femme comblée, et personne ne voyait les fissures derrière le vernis. Jusqu'au soir où tout bascula. Devant une salle pleine, au gala de la fondation qu'elle avait elle-même organisé, Kader l'humilia d'une plaisanterie cruelle. Un rire collectif, un regard figé, et dans ce moment suspendu, quelque chose se brisa en elle. Non pas son cœur, il l'était déjà depuis longtemps, mais le dernier fil de sa soumission. Ce fut le déclic. Ce récit n'est pas celui d'un coup de théâtre, mais d'une lente renaissance. D'une femme qui, après avoir vécu dans l'ombre, apprend à marcher seule, à tomber, à se relever, à reconstruire. Une femme qui découvre que ce que l'on pense être la fin n'est souvent que le début. C'est l'histoire de Maïssa, et de toutes celles qui, un jour, osent dire « assez ». À première vue, Maïssa menait la vie rêvée. Elle vivait dans une villa à Ngor, conduisait une voiture de luxe, avait 2 enfants souriants, un mari influent et charmant en public. Les voisines l'admiraient, les réseaux sociaux la félicitaient. Dans les dîners, on la présentait comme l'élégance discrète. Elle souriait toujours, elle ne faisait pas de vagues. Elle était parfaite, mais personne ne voyait les marques invisibles que la perfection laissait derrière elle. Son mari, Kader Sania, n'avait jamais levé la main sur elle. Il n'en avait pas besoin. Il savait manier l'arme du mépris avec une précision chirurgicale. Chaque mot, chaque silence, chaque regard servait à la réduire. Elle n'était plus une femme à ses yeux, elle était un accessoire. Un reflet poli qu'il entretenait pour mieux briller lui-même. « Tu ferais mieux de te taire, Maïssa, c'est ce que tu fais de mieux », lançait-il parfois, sans même hausser le ton. Elle s'y était habituée, comme on s'habitue à une douleur chronique. On apprend à respirer plus doucement pour ne pas réveiller la brûlure. Elle rationalisait, se disait que c'était normal, que beaucoup de femmes vivaient pire, que tant qu'ils rentraient à la maison, tant qu'ils payaient les factures, tant qu'ils ne criaient pas. Elle n'avait pas à se plaindre. Mais le mal ne se mesure pas au volume de la voix. Le soir du gala de la fondation, Maïssa pensait avoir enfin mérité un peu de reconnaissance. Elle avait passé des semaines à organiser l'événement, à coordonner les équipes, à corriger les discours, à négocier avec les sponsors. Elle n'avait pas dormi, elle n'avait pas mangé, tout cela pour le succès de son mari. Mais sur scène, Kader leva sa coupe de champagne, se tourna vers elle et déclara avec un sourire narquois. Et un grand merci à Maïssa, qui, pour une fois, n'a rien gâché. Les rires fusèrent dans la salle. Maïssa aussi rit, un réflexe, une défense, mais à l'intérieur, c'était le vide. Un silence assourdissant, une honte immense, pas pour les mots, mais pour l'habitude qu'elle avait prise de les tolérer. Ce soir-là, elle ne cria pas, elle ne pleura pas, elle rentra, s'occupa des enfants, rangea sa robe. Mais en elle, quelque chose avait basculé. Une faille s'était ouverte, et de cette faille naissait une lumière nouvelle, la colère. Pas une colère explosive, non, une colère calme, sourde, celle qui ne demande pas justice mais qui réclame la fin de la soumission. Le lendemain matin, elle se leva avant tout le monde, prépara le petit déjeuner, s'occupa des enfants, puis, quand Kader entra dans la cuisine, elle le regarda dans les yeux. Pas de défi, pas de peur, juste une présence nouvelle. Il fronça les sourcils. « Tu comptes faire la tête combien de temps ?» Elle répondit, sans hausser la voix. « Ce n'est pas la tête que je fais, Kader. C'est la vérité que je commence à voir. » Il rit, pensant à une mauvaise humeur passagère. Mais il avait tort. Ce regard, ce ton, cette distance. Ce n'était pas une menace. C'était le début de sa libération. Dans les jours qui suivirent le gala, l'atmosphère dans la maison changea. Ce n'était pas une tempête, ni une dispute ouverte, mais un flottement. Quelque chose d'invisible s'était déplacé. Maïssa n'obéissait plus au même rythme. Elle ne cherchait plus à apaiser, ni à anticiper. Elle n'avait pas crié, pas pleuré, mais elle s'était éloignée. Mentalement d'abord, dans le silence. Kader le sentait, et ça l'irritait. Lui, habitué à avoir le contrôle, tentait de la ramener dans le cadre. Un commentaire moqueur, une remarque sèche, puis, voyant que cela ne fonctionnait plus, il passa à la flatterie. Un collier déposé sur la coiffeuse. Une invitation à dîner. Elle répondit poliment, sans hostilité, mais avec une distance nouvelle. Elle n'était plus sous l'emprise. Et il le savait. Maïssa, de son côté, avait commencé à écrire. Chaque soir, après avoir couché les enfants, elle ouvrait un vieux carnet à la couverture souple et y déposait ce qu'elle n'avait jamais pu dire. Des souvenirs refoulés, des mots jamais prononcés, des pensées interdites. Ce carnet devint son refuge. Un espace où elle pouvait exister pleinement, sans masque, sans peur. Elle le cachait entre 2 draps dans la chambre d'amis, comme un trésor fragile. Un jour, au parc, elle rencontra Oumou. Une femme à la voix posée, au regard franc. Elle s'était assise sur le même banc, d'abord sans échanger plus qu'un bonjour.
Puis, au fil des silences, Oumou glissa doucement une phrase qui s'imprima dans la mémoire de Maïssa. Moi aussi, j'ai fui. J'ai cru que j'allais mourir sans lui. Mais j'ai découvert que j'existais sans lui. Depuis, je revis. Maïssa ne répondit pas, mais quelque chose en elle vibra. Cet inconnu venait de poser des mots sur son propre chaos intérieur. Elle rentra chez elle avec un poids différent sur les épaules, un mélange de peur et de clarté. Ce soir-là, pour la première fois, elle prit son téléphone et appela une ligne d'écoute pour femmes en difficulté. Une voix douce, rassurante, l'accueillit de l'autre côté. Elle n'arriva pas à parler. Elle raccrocha, mais le pas avait été franchi. Kader, voyant que sa femme lui échappait, perdit patience. Il tenta une confrontation. « Tu veux me punir? C'est ça maintenant? Tu fais ta petite révolution ?» Elle le regarda, calmement, sans trembler. « Je ne te punis pas. Je me relève, c'est différent. » Il resta figé. Ce n'était plus la même femme devant lui. Plus tard, dans la nuit, Maïssa fit un geste symbolique. Elle prit ses anciens journaux intimes, remplis de justifications, de prières silencieuses, de tentatives de croire que tout allait bien. Elle les plaça dans une bassine métallique au fond du jardin. Une à une, elle jeta les pages et alluma une allumette. Les feuilles noircirent, les mots s'évanouirent dans la fumée. Elle resta là, les bras croisés, à regarder les flammes dévorer le passé. Une voisine, intriguée, l'observa par-dessus le mur, mais Maïssa ne baissa pas les yeux. Elle se tenait droite, présente. Le lendemain, elle fit son sac. 2 robes simples, son carnet, une photo d'elle avec les enfants, et un petit sachet de perles rouges offert par sa grand-mère le jour de son mariage. Elle n'était pas encore prête à partir, mais elle avait commencé. Ce geste, ce sac posé dans un coin discret de l'armoire, était une promesse silencieuse. Une déclaration d'intention. Ce jour-là, en se regardant dans le miroir, elle vit autre chose. Des cernes, oui, de la fatigue, mais surtout une lueur dans les yeux. Elle ne savait pas encore où elle allait, ni comment. Mais elle savait une chose. Elle ne reculerait plus. Maïssa se leva avant le lever du soleil. La maison était silencieuse, plongée dans une pénombre bleutée. Elle enfila une robe sobre, noua son foulard avec soin, puis posa un regard long sur la chambre qu'elle s'apprêtait à quitter. Les murs, les rideaux, même les coussins semblaient retenir leur souffle, comme pour lui demander si elle était vraiment prête. Mais elle savait que c'était maintenant ou jamais. Elle passa devant les chambres de ses enfants, entr'ouvrit les portes. Ils dormaient paisiblement, les visages détendus, insouciants. Elle les contempla longuement, ses yeux embués de larmes. Elle aurait voulu les emmener avec elle, mais ce n'était pas encore possible. Elle avait confié leur garde temporaire à sa belle-sœur, prétendant partir en mission humanitaire. Ce mensonge l'avait déchirée, mais il lui offrait le temps de se reconstruire. Elle sortit par la porte de derrière, un sac léger sur l'épaule. À l'intérieur, 2 robes, son carnet, une photo d'elle avec les enfants, et un sachet de perles rouges, cadeau de sa grand-mère. Dans la rue, elle monta dans un taxi collectif, direction la gare routière. Le cœur battant, elle se fondit dans l'anonymat de la ville. Le car pour Thiès était déjà presque plein. Elle s'installa près de la fenêtre, les mains crispées sur son sac. Tout autour, la vie continuait. Une femme vendait du pain au chocolat, un jeune homme écoutait de la musique, un bébé pleurait au loin. Personne ne la remarquait, et pourtant, elle avait l'impression que le monde entier pouvait entendre ses pensées hurler. Elle s'attendait à ce que Kader apparaisse d'un instant à l'autre. Mais il ne vint pas. Le trajet dura 2 heures. Chaque kilomètre l'éloignait un peu plus de la prison invisible qu'elle avait habitée pendant 10 ans. En regardant le paysage défiler, elle sentit une peur sourde, un vertige étrange. Elle se demanda si elle n'avait pas commis une erreur. Mais cette fois, elle refusa de reculer. À son arrivée à Thiès, elle fut accueillie par Aminata, une ancienne amie d'université qu'elle n'avait pas revue depuis longtemps. Aminata était bénévole dans un centre pour femmes victimes de violences conjugales, un lieu discret appelé « Baobab Espoir ». Dès qu'elle franchit le seuil, Maïssa sentit quelque chose de différent. L'endroit était modeste, mais il respirait la dignité. Pas de pitié, juste du respect. Et surtout, des femmes comme elle, avec des histoires différentes mais une même douleur dans les yeux. Sa chambre était simple. Un lit en fer, une armoire, une petite fenêtre. Pas de miroir. Cela faisait partie du processus. Ici, on apprenait à se regarder autrement. Le premier soir, Maïssa ne put dormir. Elle s'assit sur le lit, ouvrit son carnet, et écrivit. « Je suis partie, je suis vivante, j'ai peur, mais je respire. » C'était peu, mais c'était déjà un commencement. Les jours suivants, elle participa aux tâches communes. Vaisselle, cuisine, ménage. Elle partageait des silences avec d'autres femmes. Kadi, une jeune fille de 16 ans, devint son ombre. Elle n'échangeait presque rien, mais un lien s'était créé. Quand Kadi lui demanda un jour pourquoi elle ne pleurait jamais, Maïssa répondit simplement. « Parce que j'ai trop pleuré. Maintenant, j'apprends à respirer. » Un matin, elle se leva tôt, sortit dans la cour encore fraîche.
Le ciel se teintait lentement d'or et de rose. Elle leva les yeux, inspira profondément, et sentit, pour la première fois depuis longtemps, une paix silencieuse l'envahir. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Elle était en vie, et ça suffisait pour aujourd'hui. Au fil des jours, le centre Baobab Espoir devint pour Maïssa un cocon étrange, à la fois rude et réparateur. Là-bas, il n'y avait ni juge ni spectateur. Juste des femmes debout ou à genoux, chacune avec sa propre douleur, son propre rythme, mais unies par un même besoin de se reconstruire. Maïssa ne parlait pas beaucoup. Elle observait, elle écoutait, elle cousait. C'est dans la couture qu'elle trouva sa respiration. Un fil, une aiguille, un morceau de tissu. Elle n'avait jamais appris, mais ses mains savaient. Elle suivait un instinct ancien, comme si elle se souvenait d'une femme libre qu'elle avait été avant Kader. Chaque point était une victoire muette, chaque robe un pas vers elle-même. C'était plus qu'un travail, c'était un langage. Aminata, qui dirigeait les ateliers, remarqua rapidement son talent. Un jour, elle lui dit, les yeux brillants, que son regard changeait quand elle cousait. Qu'elle devenait vivante. Maïssa sourit doucement. C'était vrai, elle ne faisait pas que coudre. Elle réparait. Un matin, une rumeur traversa le centre comme un vent froid. Kader cherchait sa femme. Il avait engagé quelqu'un. Il offrait une récompense pour toute information. Certaines femmes eurent peur. D'autres se mirent en alerte. Aminata convoqua Maïssa à part. Elle lui demanda si elle voulait partir, se cacher ailleurs, disparaître encore un peu. Maïssa resta silencieuse un moment. Puis elle répondit qu'elle en avait assez de fuir. Il fallait qu'elle avance, même si cela voulait dire trembler. Le lendemain, elle se rendit au tribunal de Thiès, accompagnée d'un avocat bénévole du centre. Dans ses mains, elle tenait un dossier mince, quelques papiers, et beaucoup de courage. Elle déposa une demande de séparation légale. Une procédure longue, complexe, mais nécessaire. Elle signa avec une main qui tremblait à peine. C'était un acte simple, mais lourd de sens. Pour la première fois, elle avait dit non avec des mots officiels, avec la loi pour témoin. Ce soir-là, elle organisa un petit défilé improvisé dans la cour du centre. Les femmes portèrent les robes qu'elle avait cousues, simples mais vibrantes. Il y avait du wax, des broderies fines, des couleurs vives. Kadi, timide comme toujours, accepta de défiler avec une tunique orange qu'elle ne voulait plus quitter. Il n'y avait pas de projecteur, pas de public chic. Mais il y avait des regards fiers, des éclats de rire, des sourires authentiques. C'était la plus belle scène que Maïssa ait connue. À la fin de la soirée, elle s'assit seule sur un banc, les jambes croisées, le cœur apaisé. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu. Une maison, une sécurité illusoire, un nom qui ne lui appartenait plus. Mais ce qu'elle avait gagné était bien plus précieux. Elle avait gagné une place. La sienne. Dans son carnet, elle écrivit lentement. Je ne suis pas encore arrivée. Mais j'ai quitté la cage. Je ne marche pas encore vite, mais mes pas sont à moi. Et tant que j'avance, je vis. C'était cela, les braises de la dignité. Elle ne flambait pas, elle ne brûlait pas tout d'un coup. Mais elle couvait, et dans le silence, elle forgeait une femme neuve. Une femme libre, une femme debout. Le retour à Dakar ne s'imposa pas comme une décision soudaine. Il naquit plutôt d'un besoin profond, silencieux, devenu impossible à ignorer. Après des mois passés à Thiès, à recoudre sa vie fil par fil, Maïssa ressentit qu'un pan essentiel de sa guérison l'attendait encore là-bas. Elle pensait chaque jour à ses enfants. Leurs visages, leurs voix, leurs odeurs lui manquaient cruellement. Elle avait guéri des blessures invisibles, mais il restait une fracture ouverte, la distance entre elle et eux. Un matin, après un rêve étrange où elle les voyait marcher seuls dans une rue sans fin, elle se leva et annonça à Aminata qu'elle devait rentrer. Pas pour se cacher, mais pour dire la vérité. Pour affronter ce qu'elle avait fui. Aminata la fixa longuement, puis hocha la tête. « Tu es prête ?» dit-elle simplement. Le voyage fut silencieux. Maïssa regardait défiler les paysages familiers, les marchés bondés, les enfants qui couraient au bord de la route. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'émotion contenue. Elle ne revenait pas en victime. Elle revenait debout. Elle se rendit d'abord chez sa sœur Aïda, dans un quartier plus populaire, loin de la grande maison conjugale. Aïda ouvrit la porte et resta figée un instant avant de la prendre dans ses bras, sans un mot. L'étreinte fut longue, puis les reproches vinrent, doux, pleins d'amour. « Pourquoi tu ne nous as rien dit? Pourquoi tu nous as laissés sans nouvelles ?» Maïssa écouta, puis raconta. Elle parla de Kader, du silence, de la peur, de la fuite. Elle raconta sans détour, pour la première fois. Aïda pleura, mais pas de tristesse. Elle pleura de soulagement. Elle comprit, elle pardonna, et surtout, elle soutint. Le lendemain, Maïssa retrouva ses enfants chez leur tante. Dès qu'ils la virent, ils coururent vers elle, en criant son nom. Elle les prit dans ses bras, les serra contre elle avec une force nouvelle. Ils posèrent 1000 questions. « Où étais-tu? Pourquoi tu n'appelais pas? Tu vas rester maintenant. » Elle répondit avec douceur, sans tout expliquer. Elle leur dit qu'elle avait été fatiguée, qu'elle avait eu besoin de silence, mais que désormais, elle était là.
et qu'elle n'allait plus partir. Ils comprirent à leur manière, avec leurs mots d'enfant. Et cela suffisait. Le surlendemain, un message arriva sur son téléphone. C'était Kader. Il écrivait que tout cela n'était qu'un caprice. Qu'elle devait revenir. Qu'elle n'était rien sans lui, sans son nom, sans son monde. Maïssa resta silencieuse un moment, puis répondit. Tu avais raison, je n'étais rien, parce que je croyais que ton regard me définissait. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Et ton nom n'a plus de valeur pour moi. Elle posa le téléphone et ne pensa plus à lui. Avec l'aide d'Aïda, elle transforma une pièce de la maison en petit atelier. Elle baptisa son projet Ndank Ndank, en hommage au proverbe Wolof. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Elle créa des robes, des tuniques, des sacs en wax. Les voisines passaient, les premières commandes arrivèrent, puis les éloges, les encouragements, les regards fiers. Un jour, un client lui demanda pourquoi elle cousait toujours un petit fil rouge, discret, à l'intérieur de chaque vêtement. Elle répondit en souriant, c'est pour me rappeler d'où je viens. Car Maïssa n'était plus une femme qui fuyait. Elle était une femme qui choisissait. Et cette fois, elle choisissait de rester debout. Le matin de l'ouverture officielle de son atelier, Maïssa se leva avant le chant du coq. Le ciel, encore gris et tiède, semblait retenir son souffle. Elle s'habilla simplement, comme toujours, avec une tunique cousue de ses mains, un foulard noué haut, symbole de sa nouvelle posture. En quittant la maison, elle sentit un mélange étrange de sérénité et d'adrénaline. C'était un jour comme les autres, et pourtant, tout était différent. L'atelier était modeste, coincé entre une boutique de coiffure et un marchand de fruits, mais il respirait la dignité. L'enseigne, peinte à la main par un jeune du quartier, affichait le nom de son rêve, Ndank Ndank, création de résilience. Chaque objet à l'intérieur avait une histoire. Les chaises en plastique, le vieux miroir fêlé, la machine à coudre qu'elle avait réparée elle-même. Ce lieu n'était pas un magasin. C'était un prolongement d'elle-même. La cérémonie fut simple et belle. Sa sœur Aïda servait du jus de bissap. Kadi, venu spécialement de Thiès, portait une robe turquoise cousue par Maïssa. Il y avait des rires, des chansons, des bénédictions. Certaines femmes du centre avaient envoyé un message audio. Elles disaient que Maïssa représentait ce que leurs cicatrices ne pouvaient exprimer. Une force tranquille, un feu qui ne crie pas, mais qui brûle jusqu'au bout. Une journaliste locale, curieuse, lui demanda ce qui l'avait sauvée. Maïssa la regarda droit dans les yeux et répondit sans hésiter. « Ce qui m'a sauvée, c'est moi. Et toutes celles qui m'ont tendu un miroir pour que je me voie enfin autrement. » Plus tard dans la journée, alors qu'elle pliait des tissus à l'arrière de l'atelier, ses enfants débarquèrent en courant. Son fils aîné lui tendit un dessin. Elle s'y voyait représentée, debout, au milieu d'un jardin plein de fleurs, des machines à coudre à ses pieds, un soleil dans les cheveux. En bas, il avait écrit à la main. « Ma maman est la plus forte. » Elle sourit, émue. Ce moment valait 1000 récompenses. Le lendemain, alors que le quartier s'animait lentement, une silhouette familière apparut devant l'atelier. C'était Kader. Il portait un costume impeccable, le visage fermé, les yeux pleins de souvenirs qu'elle ne voulait plus porter. Il entra sans frapper, observa les lieux avec ce regard froid qu'elle connaissait bien. « Tu es donc venu vendre du wax dans la poussière, c'est ça, ton nouveau rêve ?» Elle répondit calmement. « Non, je ne vends pas que du wax. Je vends ma liberté, mon histoire, ma vérité. » Il haussa les épaules et sortit sans un mot. Elle ne le regarda même pas partir. Le soir venu, alors que le soleil déclinait et que les rues se vidaient, Maïssa resta seule dans son atelier. Elle s'assit, sortit son carnet et écrivit la dernière page. « Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas invincible. Mais je suis entière. Et debout. C'est suffisant. » Elle referma le carnet et le rangea dans une boîte en bois, juste au-dessus de sa machine. Elle leva les yeux vers le plafond, inspira profondément, puis se remit au travail. Car sa vie continuait, non plus comme une fuite, mais comme une marche lente et consciente vers elle-même. Maïssa n'était plus l'ombre d'un homme. Elle était devenue lumière pour elle-même. Et peut-être, sans le savoir, pour d'autres femmes qui attendaient encore d'oser. Ainsi se termina le chapitre de la douleur. Et commença celui de la dignité retrouvée. Si cette histoire a résonné en toi, si tu crois en la force tranquille de celle qui se relève, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits vrais, puissants, portés par la voix de femmes qui marchent, même quand tout les pousse à tomber. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, et laisse un commentaire. Ton retour compte. Tes mots peuvent rallumer une étincelle chez une autre. Ensemble, faisons vivre ces histoires qui guérissent, éveillent et inspirent. Parce qu'une femme debout peut en faire lever 1000 autres.